Alors, il y a 15 jours, l'équipe de l'expérience dite BICEP2 a fait l'annonce qu'ils auraient découvert la trace des ondes gravitationnelles primordiales. Alors, qu'est-ce que c'est que cette trace, ou quelles que sont ces traces? Alors, s'il y a eu, au cours d'une phase primitive de l'univers, des ondes gravitationnelles primordiales, on s'attend à ce que dans le rayonnement cosmologique de fond, que je vais vous décrire dans quelques instants, il y ait des traces, des indications de la présence de ces ondes. Alors, rayonnement cosmologique de fond, ça veut dire que tout autour de nous, on est dans un bain de lumière, de photons, partout, qui ont interagi la dernière fois avec le reste de la matière dans l'univers, il y a 13,8 milliards d'années, quand l'univers était très jeune. Et donc, en analysant ce fond lumineux tout autour de nous, on sonde, on a une trace, l'empreinte de comment était l'univers il y a 13,8 milliards d'années, et ce qui correspond à peu près 300 000 ans après le Big Bang. Alors, ce qu'ils ont annoncé, c'est qu'en analysant cette lumière avec une expérience, ils ont pris des données pendant 3 ans au pôle sud, et avec des détecteurs extraordinairement sensibles, et ils ont annoncé en analysant la polarisation de la lumière, qui est une propriété de la lumière, ils ont trouvé quelque chose qui ressemble à cette empreinte qu'on recherche beaucoup. Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est que c'est une empreinte extraordinairement ténue. Ce qu'ils observent, c'est des variations qui sont de quelques centaines de nano-Kelvin, milliardièmes de degrés. Donc, il s'agit de choses extraordinairement ténues comme variation de la température du fond du ciel en fonction de la direction. Alors, la première chose, c'est extraordinaire d'un point de vue expérimental, c'est remarquable, c'est-à-dire qu'on arrive à mesurer des choses aussi ténues, c'est une indication des progrès technologiques, et ça vous donne aussi une idée de la difficulté de cette tâche-là. Alors, la première question qu'on se pose, évidemment, c'est, qu'est-ce qu'ils ont mesuré? Alors, donc, ce qui se décline en 2 parties. La première partie, c'est est-ce que ça pourrait être simplement un effet instrumental quelconque? C'est-à-dire qu'ils ont pris des tas de mesures, très bien, mais peut-être qu'ils ont mesuré l'émission de leur propre télescope ou l'ascenseur, bon, au pôle sud, je ne sais pas s'il y a un ascenseur, mais l'ascenseur qui passait. Donc, il y a une première partie qui est purement une interrogation de nature presque technique, c'est est-ce que ça a l'air d'être du vrai signal sur le ciel? Donc on a tous regardé l'article qu'ils ont fourni avec beaucoup d'intérêt, et la première réponse qu'on a, c'est qu'ils ont fait un travail très propre, néanmoins qui soulève quand même quelques questions qui ne sont pas complètement éclaircies par les éléments d'information qu'ils donnent dans leur article. Et comme on n'a pas les données, on ne peut pas les vérifier. Bon, ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est de dire, bon d'accord, ils ont mesuré quelque chose. Maintenant, le quelque chose, c'est quoi? Et là, il y a 2 parties. Le ciel, on n'observe pas directement le rayonnement cosmologique de fond. On observe le rayonnement cosmologique de fond, plus toutes les autres sources de rayonnement à la fréquence unique à laquelle ils ont observé, qui peuvent se superposer. Et donc, notamment, parmi les suspects potentiels, il y a l'émission de notre propre galaxie, où il y a plusieurs mécanismes d'émission. Il y a l'émission synchrotron, il y a l'émission de la poussière, etc. Et donc, la question que tout le monde, en tout cas les professionnels, se posent, c'est « Et alors, est-ce que c'est autre chose que de la bête poussière galactique ?» Alors, ils donnent des éléments de réponse qui ne sont pas totalement convaincants. Donc, ils donnent des éléments de réponse qui sont suffisants pour que ça nous excite, et peut-être pas tout à fait suffisants pour que ça nous convainque. Voilà, donc, pour être un peu plus précis, ils essayent d'éliminer l'origine galactique du rayonnement, et ils l'éliminent avec un taux de confiance assez faible. Bon, voilà. Maintenant, on peut procéder et dire, bon, supposons que la chance soit avec eux, même s'ils ne peuvent pas complètement le démontrer, et que les rayonnements, disons, non primordiaux, non cosmologiques, soient suffisamment faibles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un certain type de polarisation de la lumière qui a exactement les propriétés attendues dans une théorie, qui s'appelle la théorie de l'inflation, qui prédit qu'au cours des
tout premiers instants de l'univers, premier milliardième de seconde. Donc c'est vraiment très, très très tôt dans l'histoire de l'univers. Il y a eu une phase au cours de laquelle l'univers a été les distances dans tout l'univers ont été en dilatation extraordinairement rapide. Les fluctuations quantiques du vide, c'est-à-dire en gros l'espèce de bouillonnement naturel du vide, a été étendue, ces fluctuations, qui sont une sorte des grumeaux primordiaux, ont été étendues jusqu'à des distances cosmologiques et seraient, en tout cas, la source de tout ce qui nous entoure, en gros, ce qui démarrerait, ce que j'aime appeler la course vers la complexité, c'est-à-dire ce qui va, par la suite, se développer, accréter autour de soi de la matière et fabriquer à terme des étoiles, des galaxies, des planètes, enfin, initier cette course à la complexité. Et il se trouve que dans ce scénario, dans ce modèle théorique qui décrit très bien l'ensemble des éléments qu'on a jusqu'à maintenant, il y a une prédiction, c'est que ces fluctuations du vide incluent la fabrication d'ondes gravitationnelles primordiales. Ce qui est assez excitant parce qu'on s'est rendu compte que si ces ondes avaient été fabriquées dans ces tout premiers instants, alors elles allaient laisser une trace tout à fait spécifique, tout à fait particulière dans ce rayonnement cosmologique de fond dont je vous ai parlé. Une trace vraiment, on peut difficilement se tromper. Donc depuis une quinzaine d'années, c'est une course expérimentale dans tous les pays du monde, tous ceux qui ont la technologie, disons, pour travailler dans ce domaine, essayent de mesurer ces ondes gravitationnelles primordiales avec une difficulté importante qui est que la théorie ne prédit pas vraiment à quel niveau d'intensité se trouvent ces fluctuations et donc à quel point s'atténuent les fluctuations qu'on doit voir. Et pour ça, ça explique aussi l'intérêt de cette mesure parce que ce qui fixe l'amplitude de ces fluctuations, c'est en gros l'échelle d'énergie, le moment, si vous voulez, en termes d'énergie, où ce mécanisme a eu lieu. C'est donc très important puisque ça nous apporte des informations qu'on ne peut pas avoir autrement et qui sont une sorte de signal de fumée, si vous voulez, d'indication de ce qui s'est passé il y a très 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 longtemps et signal qu'on cherchait déjà depuis longtemps. Donc c'est dans ce contexte-là que se place cette annonce. Ce qu'ils ont annoncé, c'est un niveau a priori relativement élevé de ces ondes gravitationnelles primordiales et qui est en fait plutôt plus élevé que les limites supérieures indiquées par le satellite Planck quelques mois auparavant. Alors, le satellite Planck, qui est un satellite de l'Agence spatiale européenne, que nous pilotons dont nous pilotons l'expérience centrale avec Jean-Loup Puget en France, avait indiqué que de manière indirecte, c'est-à-dire non pas en analysant directement le signal tel qu'ils l'ont analysé, mais une autre partie du signal, qu'a priori, cette amplitude, qu'on va appeler R, devait être plutôt plus petite que 0,11. Voilà, prenons ce chiffre. Et eux, ils annoncent 0,2. 0,2, c'est plus grand que 0,11. Alors, ça a démarré une sorte de flot de papiers théoriques divers et variés en disant, si ça, c'est correct, à ce moment-là, ça veut dire que les indications indirectes et les indications directes sont légèrement en conflit. Et évidemment, quand on dit direct et indirect sont en conflit, c'est toujours en utilisant un modèle pour relier le direct et l'indirect. Donc ça veut dire que le modèle minimal n'est peut-être pas correct, qu'il faut l'enrichir. Et donc, non seulement ça indiquerait que la signature, l'empreinte des ondes gravitationnelles primordiales ont été trouvées, non seulement ça indiquerait quelle est l'échelle d'énergie de ce processus qui a initié la croissance à la complexité, mais qu'en plus, il manquerait peut-être un élément dans le modèle standard minimal qui explique en gros tout l'univers dans lequel, enfin, toute la cosmologie, et donc qui nous a servi jusqu'à maintenant pour comprendre le développement de l'univers et de ses structures. Donc vous comprenez bien que ça nous excite un petit peu tout ça. Alors, donc il y a plein de possibilités. Alors, quand on regarde avec un peu une tête froide le résultat, d'abord on se rend compte que ceci est vraiment dépendant de l'hypothèse comme quoi il n'y a pas du tout d'émission d'avant-plan. Il en suffirait de relativement pas beaucoup pour qu'il n'y ait plus aucun conflit avec la limite supérieure indirecte de Planck,
Et ça pourrait même aller jusqu'à ils n'ont rien mesuré du tout. Donc, donc il faut quand même se poser un petit peu et dire, bah voilà, à annonce extraordinaire, il va falloir qu'il y ait des vérifications derrière tout aussi extraordinaires. Donc mon sentiment à moi, c'est bon, je suis heureux d'être cosmologue en cette année. Je suis heureux d'être un des pilotes de l'expérience Planck, qui est un de ceux qui peuvent contribuer à lever le voile sur ce qu'ils ont véritablement mesuré. C'est clair que dans tous les sens, ça ne fait qu'illustrer le fait qu'on touche à des choses qui sont intéressantes, difficiles, excitantes. Voilà ce que je peux en dire. Maintenant, bon, c'est clair que on n'est pas rendu, pour utiliser un langage un peu... Tout simplement parce que, voilà, pour récapituler, ils ont mesuré un signal extraordinairement faible. Ce signal, on pense que ce n'est pas tout des effets systématiques ou autres, ils ont été assez prudents, donc il y a un signal qui vient du ciel. Quelle partie vient disons, du fond cosmologique et qu'est-ce qui vient des émissions locales n'est pas très bien établi. Si on les suit dans l'hypothèse que c'est essentiellement cosmologique, alors ils ont fait une découverte importante qui nous permet de mettre en place un certain nombre de pièces du pulse. Ce qui est un peu décevant dans cet effet d'annonce, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de nous convaincre. Avec leur expérience telle qu'elle, on n'a pas leurs données, et de toute façon, leurs données ne sont qu'à une seule fréquence, et on ne peut pas trancher avec des données à une seule fréquence. Donc il y a un petit peu un effet d'annonce quand même dans cette affaire. Donc ce qui est légitime, c'est de pointer, de souligner que c'est peut-être effectivement la première indication de quelque chose qui va s'avérer très important. Ou pas. Alors, pour vérifier, il y a plus... Bon, d'abord, il faut d'autres expériences, déjà, parce que c'est des mesures extraordinairement difficiles de toute façon. Donc, le minimum, c'est déjà de commencer à dire, bon, on veut avoir une autre expérience qui n'a pas obligatoirement les mêmes défauts instrumentaux, qui va confirmer, si possible, dans le même coin de ciel, qu'ils ont bien mesuré, disons, ces fluctuations très faibles en fonction de la direction. Mais ça ne suffit pas encore. Parce que ça, c'est toujours à une fréquence. Il faut en plus que cette autre expérience, ou ces autres expériences, aient des mesures à des fréquences proches, mais néanmoins différentes, parce que si la fréquence est différente, alors le rapport entre ce qui est cosmologique et ce qui est, par exemple, galactique va varier. Et donc, est-ce que ça varie exactement comme on s'attend pour du signal cosmologique, ou pour telle fraction? C'est ça qu'on veut savoir, et idéalement, ça serait encore mieux d'avoir non pas deux, mais 2 ou 3 fréquences pour pouvoir, disons, séparer le bon grain de l'ivraie. Alors, Planck est en l'air, nous avons des données. À la différence de BICEP, toutes les données Planck seront publiques avant la fin de l'année. Planck a des atouts et des limitations. Son atout est qu'il a une large couverture en fréquence. Sa limitation est que, ayant un nombre de détecteurs plus faible, ça a été envoyé en l'air bien avant cette expérience-là, donc ayant un nombre de détecteurs plus faible et ayant un temps de prise de données comparable à BICEP, mais sur tout le ciel au lieu d'être 1% du ciel, la sensibilité en chaque point du ciel est relativement faible. Donc il ne peut pas y avoir, c'est très difficile d'avoir une comparaison directe. En revanche, Planck va pouvoir donner des indications sur les émissions, disons, de nature non cosmologique. Et puis Planck va aussi regarder dans ces données, mais alors pas cette fois dans une confrontation directe, mais en regardant sur des grands bouts de ciel, y a-t-il des traces de ce type de fluctuation-là, ou pas, au niveau annoncé ou pas. Bon, voilà, ça il faudra revenir nous en parler quand on sortira les résultats.